premiers mois de 1945, le Japon est assommé. Les Américains ont reconquis le Pacifique. Les sous-marins de l'US Navy ont anéanti la quasi-totalité des navires marchands japonais. L'empire du soleil levant n'a plus de porte-avions. L'archipel nippon ne peut plus recevoir de ravitaillement. Il n'a plus de carburant ni de matières premières. Les Japonais devraient accepter la défaite. Mais ils refusent de se rendre. Ils sont persuadés que s'ils combattent avec suffisamment de hargne, les Américains n'auront pas le courage de poursuivre l'engagement et renonceront à lutter. Désormais, c'est sûr, la conquête du Japon provoquera un nouveau bain de sang. Tokyo ne lâchera rien. Combien de soldats américains devront encore tomber? Quels carnages feront suite à ceux de Tarawa ou Guadalcanal? Washington va prendre la décision d'utiliser une arme terrible qui deviendra très vite un cauchemar pour tous les peuples. Cette guerre aura repoussé les limites de la folie humaine jusqu'à ce point final tragique. Début 1945, alors que les stratèges américains planifient la prochaine offensive contre le Japon, leur regard se porte sur l'île d'Iwo Jima. Elle se trouve à 1200 km de l'archipel nippon, ce qui en fait une base arrière parfaite pour attaquer le pays. L'amiral Chester Nimitz, commandant de l'US Navy dans le Pacifique, va réunir la plus grande flotte de débarquement jamais rassemblée durant cette campagne. Il va envahir Iwo Jima. Mais Nimitz ne veut prendre aucun risque. Pendant 3 jours, vague après vague, les chasseurs bombardiers vont labourer les positions ennemies. L'île brûle. Le 19 février 1945, à l'aube, les canons des forces navales entament l'un des bombardements les plus longs de la guerre. Quelques minutes plus tard, les péniches prennent la mer. Peu après 9 h du matin, les Marines débarquent sur les plages du sud-ouest d'Iwo Jima. Un silence de mort accueille les unités de pointe. Le bombardement aurait-il eu raison de la garnison japonaise? Non, un ouragan de mitraille se déclenche soudainement. Le commandant japonais, le général Tadamichi Kuribayashi, a demandé à ses 22 000 hommes de s'embusquer pour n'ouvrir le feu qu'en étant sûr de faire mouche. Les tirs partent de tous les côtés. Les soldats japonais sont cachés dans un réseau de tunnels, de grottes et bunkers. C'est un carnage. Pourtant, équipés de lance-flammes, des escouades parviennent à progresser dans cet enfer. En fin de journée, une tête de pont est solidement établie.
Avec l'aide de l'artillerie navale, les hommes entament l'ascension du volcan qui domine l'île de ses 170 mètres. Il est particulièrement bien défendu. Il faudra 3 jours aux Marines pour atteindre le sommet. Ils doivent d'abord réduire au silence les positions camouflées dans la roche. Durant l'escalade, ils sont constamment soutenus par les tirs de barrage de l'aviation et de la marine. Le 23 février 1945, une patrouille commandée par le lieutenant Harold Schreier lance le dernier assaut. Les hommes ont emporté un petit drapeau américain dans leur pactage. Ils atteignent le sommet et hissent la bannière étoilée en haut d'un mât improvisé. Le sergent Louis Lowey, photographe du corps des Marines, réalise une série de clichés. Soudain, sur les plages en contrebas, résonnent les cris de liesse des soldats. Certains s'effondrent en larmes. Dans la baie, les cornes de brume des navires retentissent. Trois heures plus tard, l'événement est mis en scène avec un drapeau beaucoup plus grand. L'instant est immortalisé par le photographe Joe Rosenthal. Le cliché va faire le tour du monde. Il restera comme l'une des images chocs de cette guerre. Mais la bataille d'Iwo Jima est loin d'être terminée. Le reste de l'île est toujours aux mains des Japonais. Le jour suivant, les Marines s'emparent de l'un de ses principaux aérodromes. Mais Kuribayashi a demandé à ses hommes de tuer au moins 10 ennemis avant de mourir sur place. C'est un devoir sacré. Chaque assaut, chaque offensive, chaque échauffourée se conclut dans un bain de sang. Certaines zones de combat portent des surnoms révélateurs comme The Meat Grinder, le hachoir à viande. Il faut 2 semaines de plus pour conquérir les 2 derniers terrains d'aviation. Les combats se poursuivent, mais cette fois l'US Air Force peut se servir des installations de l'île. De la fin du printemps à l'été 1945, plus de 2500 bombardiers endommagés s'y poseront en urgence, sauvant ainsi la vie de leurs équipages. À la fin du mois de mars, après 6 semaines d'une bataille féroce, le dernier bastion japonais est enfin capturé. Triste victoire que celle d'Iwo Jima. Sur les 22 000 soldats de la garnison japonaise, les Américains ne feront qu'1 millier de prisonniers. 7 000 marines sont morts, 18 000 ont été blessés. Le quart des médailles d'honneur accordées aux Marines pendant la Seconde Guerre mondiale le sera pour l'invasion de cette île perdue du Pacifique. Les Américains ont enfin la base arrière dont ils avaient absolument besoin. Mais le coup faramineux de cette conquête laisse perplexe. Si les Japonais sont capables de se sacrifier pour un atoll, que se passera-t-il lors de l'invasion de leur mère patrie ?
S'ils ne veulent pas envahir l'archipel nippon, les stratèges américains n'ont qu'une alternative: les bombardements stratégiques. Pour ôter à l'Empire du Soleil Levant toute capacité de poursuivre la guerre, les Américains doivent lancer des flottes de bombardiers à l'assaut de ces infrastructures économiques. Pendant longtemps, l'application de cette tactique pour le moins radicale était impossible. Aucun bombardier ne possédait l'autonomie nécessaire pour atteindre l'archipel et en revenir. En avril 1942, quelques mois après l'attaque sur Pearl Harbor, l'US Navy avait tout de même réussi à lancer un raid de représailles sur Tokyo. Mais cette opération très risquée n'avait pas pu être renouvelée. Les généraux américains se trouvaient dans une impasse. Début 1944, les usines Boeing lançaient la production d'un bombardier lourd révolutionnaire, le B-29 Super Fortress. Il pouvait transporter près de 10 000 kg de bombes sur plus de 5 000 km. Désormais, l'archipel était à la portée des bases américaines les plus avancées dans le Pacifique. Tokyo était enfin accessible. Durant l'été 1944, 9 mois avant le débarquement à Iwo Jima, les Super Fortress stationnés sur la base de Chengdu, au sud-ouest de la Chine, avaient entamé une série de raids sur le Japon. Mais les appareils devaient effectuer ces bombardements sans escorte, car aucun chasseur n'avait assez d'autonomie pour un si long voyage. Pour leur sécurité, les escadrilles étaient également obligées de voler à haute altitude. De plus, leur autonomie était tout juste suffisante pour accomplir l'aller-retour, et les pilotes n'étaient pas à l'abri de certaines erreurs de navigation. Bon nombre de projectiles rataient leur cible. En juillet 1944, la progression des troupes avait complètement changé la donne. Les Marines étaient parvenus à conquérir les îles Mariannes, situées dans le centre du Pacifique, à seulement 2400 km de l'archipel nippon. Les Super Fortress se trouvaient à distance idéale pour opérer. Les campagnes de bombardement reprenaient quelques mois plus tard. Le 24 novembre 1944, 100 B-29 décollaient des Mariannes avec pour objectif les usines aéronautiques de Nakajima. Mais moins d'une cinquantaine de bombes avaient atteint leur cible. Les Américains s'étaient obstinés et avaient multiplié les attaques contre les sites industriels nippons. Mais les Super Fortress volaient trop haut pour pouvoir atteindre leurs objectifs avec précision. Le sol restait invisible derrière les nuages et les vents d'altitude déviaient les bombes. Tout largage de précision demeurait impossible. Pour ne rien arranger, les B-29 souffraient de nombreux problèmes techniques. Pire encore, ils étaient la proie des pilotes kamikazes. À l'hiver 1944, il était devenu très clair que les bombardements stratégiques ne fonctionnaient pas. Si les Américains voulaient obtenir la reddition de leur ennemi, il fallait trouver autre chose. Le 18 décembre 1944, ils essayèrent une nouvelle tactique. 84 B-29 décollèrent de Chengdu. Leur mission, bombarder les positions japonaises à Hangzhou sur les bords du fleuve Yangtze.
Cette fois, ils volèrent plus bas, avec une cargaison surtout constituée de bombes incendiaires. Hangzhou fut dévasté. Ce genre d'opération venait de prouver son effroyable efficacité. Les Américains prirent alors la décision d'employer ce type de projectile lors de bombardements à moyenne altitude. Le commandant américain, le général Curtis LeMay, lança une vaste campagne de bombardement, s'inspirant de celle initiée par les Britanniques au-dessus du Reich. Dans l'après-midi du 9 mars 1945, une escadrille de petits bombardiers partit en éclaireur pour allumer une série d'incendies qui serviraient de repères aux superforteresses. Les 300 B-29 allaient pouvoir effectuer leur largage avec plus de précision. Parvenus sur l'objectif à 1500 mètres d'altitude, ils lâchèrent 2000 tonnes de bombes incendiaires sur Tokyo. Les maisons traditionnelles en bois furent la proie des flammes. Une véritable tempête de feu s'était levée sur la ville, engloutissant tout sur son passage, dévorant les habitants en fuite. Le nuage de fumée était si vaste qu'il avait pu être observé à plus de 200 km de distance. Le lendemain matin, 30 km² avaient littéralement disparu de la carte. « 100 000 habitants étaient morts carbonisés. 1 million n'avaient plus d'abri. » Tokyo n'avait pas été la seule ville visée par ces attaques. Nagoya fut réduite en cendres 2 nuits plus tard. Puis ce fut le tour d'Osaka et de Kobe la semaine suivante. Le feu avait ravagé des quartiers entiers, détruisant les maisons et les infrastructures industrielles. Mais ces bombardements n'avaient pas été sans danger pour les équipages. Sans escorte, ils avaient été livrés en pâture aux chasseurs japonais. Le total des pertes avait grimpé en flèche. Pour que cette stratégie soit encore plus efficace, il fallait de nouvelles bases aériennes plus proches des côtes japonaises. Lorsqu'Iwo Jima tombe, les Américains disposent enfin du point d'appui tant espéré. L'aérodrome est à distance idéale pour les chasseurs d'escorte, les célèbres Mustangs. Au cours du printemps et de l'été 1945, des raids pouvant compter jusqu'à 500 bombardiers frappent le Japon tous les 2 jours. Une fois les zones industrielles de premier plan détruites, le général LeMay décide d'attaquer des cibles de moindre importance. Mais en dépit des dommages catastrophiques que ces raids occasionnent, la population japonaise ne semble pas fléchir. Après plus de 6 mois de bombardement, les Américains doivent se rendre à l'évidence. Ce n'est pas comme ça qu'ils feront plier le Japon. La mise en place d'une opération à grande échelle pour envahir l'archipel est devenue quasiment inévitable.
La première étape de ce plan passe par l'île d'Okinawa, qu'il faut absolument conquérir. Car elle ne se trouve qu'à 560 km des côtes japonaises. Mais Okinawa est défendue par plus de 120 000 soldats. Leur chef, le général Mitsuru Ushijima, est déterminé à faire de cette île le tombeau des Marines qui oseront l'attaquer. Une fois de plus, l'amiral Nimitz rassemble une impressionnante flotte. Elle ne compte pas moins de 40 porte-avions et 18 cuirassés. Le bombardement préliminaire débute le 23 mars 1945. Il va durer une semaine entière. Finalement, dans la matinée du 1er avril, les barges d'assaut atteignent le rivage. À leur grande surprise, les 50 000 Marines qui débarquent ce jour-là ne rencontrent aucune opposition. C'est dans un silence de mort qu'ils débutent leur progression. L'angoisse monte. À la tombée de la nuit, la tête de pont s'est enfoncée de 3 km dans les terres. Les troupes parviennent rapidement sur la côte Est, et ce, sans aucune résistance. Mais le 4 avril, alors que les forces américaines se sont réparties en deux groupes, les combats éclatent. Les divisions de Marines marchent vers le nord-est. Les unités de l'armée de terre avancent vers le sud. Les Marines ne rencontrent que des foyers de résistance sporadiques. En moins de 3 semaines, ils s'emparent du nord de l'île. Mais au sud, les combats sont plus meurtriers. Les hommes de l'armée de terre doivent faire face à une défense féroce. Pendant 10 jours, les Japonais solidement retranchés tiennent leur position. Ils évoluent dans des réseaux de galeries et de grottes difficiles à déceler et à détruire. Lorsqu'ils sont submergés, ils se replient dans de nouvelles fortifications. Parallèlement, le commandement nippon lance une attaque aérienne d'envergure sur la flotte d'invasion. Le 7 avril à l'aube, les pilotes accomplissent l'ultime rituel avant de grimper dans leurs avions pour la dernière fois. « 700 appareils, dont 350 chasseurs kamikazes, décollent de leur base pour fondre sur les bâtiments de l'US Navy. Leur objectif principal, une première ligne de destroyers équipés de radars déployés à 75 km des côtes. À la fin de la journée, 2 destroyers ont été coulés. « 24 vaisseaux ont également été endommagés. Mais les Japonais ont perdu près de 300 avions. Les jours suivants,
ils emploient une nouvelle arme. Oka, ou fleur de cerisier. C'est le nom d'un planeur monoplace, une véritable bombe volante pilotée par un kamikaze. Largué par un bombardier, l'Oka est armé d'une ogive contenant une charge explosive de 1200 kg. Le 12 avril, un autre destroyer est touché. Mais ces engins se révèlent vite inefficaces. Les kamikazes ont du mal à les contrôler et les pilotes américains apprennent rapidement à les intercepter. En désespoir de cause, la marine nippone tente une autre opération suicide. La deuxième flotte japonaise fait route vers Okinawa pour détruire le plus possible de navires ennemis. Dans un second temps, le plus grand cuirassé japonais, le Yamato, devra s'échouer sur les plages pour y être transformé en forteresse. Mais le géant des mers est repéré par les sous-marins de l'US Navy dès qu'il s'approche des côtes. 386 chasseurs bombardiers s'envolent à sa rencontre. Deux heures plus tard, il est la proie des flammes. L'incendie est visible à 150 km aux alentours. Le 7 avril à 14h30, il coule. Sur l'île d'Okinawa, des pluies torrentielles ont transformé le champ de bataille en bourbier. Au sud, les combats vont durer un mois. Les soldats américains doivent nettoyer chaque trou, chaque blockhaus, chaque grotte au lance-flammes et à la grenade. Les Marines tombent dans des pièges. De lourdes contre-attaques font des dégâts dans leurs rangs. Les Japonais ne lâchent rien. Acculés, ils préfèrent se suicider. Les pertes américaines augmentent rapidement. Le 1er juin, la ville de Shuri tombe enfin. Le 4 juin 1945, un nouveau contingent de Marines débarque au sud de Naha, capitale d'Okinawa, et fait la jonction avec les forces qui descendent du nord de l'île. Ils s'emparent de l'aérodrome, mais de violents combats se poursuivent jusqu'au 17 juin, date à laquelle le dernier complexe de fortification est encerclé. Il faut 5 jours de plus pour que l'ensemble de l'île soit sécurisé. Le 21 juin, les généraux Sho et Ushijima exécutent le suicide rituel en se faisant harakiri. Les Américains ont fait 7000 prisonniers. Certains, à leur grande surprise, se sont rendus spontanément. C'est la première fois au cours de cette guerre. La bataille d'Okinawa a été un effroyable bain de sang. La 22e armée japonaise est anéantie. 117 000 soldats japonais et 100 000 civils ont été tués. Les Américains ont perdu près de 16 000 hommes. Cette campagne sanglante laisse présager de la tuerie que provoquerait un débarquement sur l'archipel nippon. Les stratèges américains ont besoin d'une solution pour contraindre les Japonais à cesser le combat une fois pour toutes.
En s'emparant d'Okinawa, les États-Unis disposent d'une base à seulement 560 km des côtes de l'ennemi. Que faire? Les Japonais ne montrent aucun signe de faiblesse. Certains officiers supérieurs veulent se servir de l'île pour poursuivre les campagnes de bombardement stratégiques. Mais les raids meurtriers du début de l'année 1945 n'ont pas fait fléchir la politique suicidaire de Tokyo. Les bombardements seuls ne vaincront pas la détermination des Japonais. La seule autre option est l'invasion. Mais à quel prix? Un million d'hommes défendent l'archipel. Ils auront le soutien de 5000 avions. De nouveaux kamikazes sont formés tous les jours. Les civils se lanceront certainement dans des attaques suicides. À Washington, les statisticiens du Pentagone estiment que l'invasion pourrait coûter la vie à 250 000 soldats américains. C'est dans ces circonstances qu'au mois de juillet 1945, le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, se penche sur les derniers résultats de l'un des programmes de recherche scientifique alliés, le projet Manhattan. Pendant 3 ans, les chercheurs ont élaboré une bombe atomique. La puissance de cette arme repose sur la fission de l'atome qui dégage une énorme quantité d'énergie. Sa capacité de destruction est inimaginable. Le projet est dirigé par un ingénieur militaire, le général américain Leslie Groves. Le directeur scientifique, Robert Oppenheimer, n'a que 39 ans. Il a obtenu son diplôme de physicien à l'Université de Californie. En 3 ans, le programme est parvenu à recruter la plupart des meilleurs scientifiques alliés. 2 matériaux radioactifs entrent dans la composition des nouvelles bombes. Le premier est d'origine naturelle. C'est l'uranium, aussi appelé uranium-235. Il est traité dans une grande usine à Oak Ridge, dans le Tennessee. Le second n'est autre que le plutonium, une matière fissile obtenue grâce à l'un des premiers réacteurs nucléaires situés à Hanford dans l'État de Washington. Les recherches sont coordonnées et conduites par une équipe de scientifiques réunis dans le laboratoire national de Los Alamos, situé dans le désert du Nouveau-Mexique. Au début de l'année 1945, les scientifiques de Los Alamos sont presque sûrs d'avoir conçu une bombe à l'uranium opérationnelle. Mais elle nécessite une énorme quantité d'uranium-235. Y aura-t-il assez de matière fissile pour la terminer? Ils décident donc de lancer la fabrication d'une deuxième bombe, au plutonium celle-là. Mais personne n'est sûr que cette bombe fonctionne correctement, car le processus de fission du plutonium est moins bien maîtrisé. Avant de l'utiliser, il convient donc de la tester. Au début du mois de juillet 1945, après un investissement de 2 milliards de dollars, la première bombe au plutonium est prête pour les essais. Gadget, comme elle a été surnommée, va être larguée d'une immense tour d'acier construite dans le désert du Nouveau-Mexique. À 5h30 du matin, ce 16 juillet 1945, l'ère atomique débute. La nouvelle de la réussite de l'opération Trinity est aussitôt transmise au président Truman.
Comme Staline et Churchill, il vient d'arriver dans la banlieue de Berlin, à Potsdam, où va s'ouvrir une conférence sur l'avenir de l'Europe. Truman n'a aucune hésitation. Il ordonne à son état-major de préparer au plus vite l'opération qui permettra de larguer une bombe atomique sur le Japon. 2 bombes. L'une à l'uranium, surnommée Little Boy, petit garçon, et l'autre au plutonium, appelé Fat Man, le gros homme, sont transportés en secret vers les îles Mariannes. C'est là que les attend le colonel Paul Tibbets, un officier très expérimenté, chef d'un escadron créé pour l'occasion, le 509e Composite Group. Le 6 août, à 2h45 du matin, Tibbets conduit son bombardier B-29 au bout de la piste d'envol. Le Enola Gay, ainsi baptisé en hommage à sa mère, transporte Little Boy. Le vol jusqu'à la cible, Hiroshima, 4e ville du Japon, se déroule sans encombre. À 8h du matin, dans un ciel resplendissant, le Enola Gay aborde l'objectif à 10 000 mètres d'altitude. Un quart d'heure plus tard, Little Boy est largué. La bombe explose à 580 mètres au-dessus de la ville, 43 secondes après avoir quitté la soute. Elle dégage une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT. La température dans le champignon est de 5000 degrés. Plus de 70 000 personnes sont tuées sur le coup. L'onde de choc arrase tous les bâtiments dans un rayon de 8 km. Les habitants qui ne sont pas morts instantanément ont été rattrapés par la tempête de flammes. Certains ont été rendus aveugles par la boule de feu, d'autres sont terriblement brûlés. Dans les semaines qui suivent, des milliers de personnes vont mourir des effets de l'irradiation. Le 7 août 1945, le président Truman prononce une allocution en forme d'avertissement pour le Japon. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. They may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Le Japon ne formule aucune réponse officielle. 2 jours plus tard, le 9 août, Fat Man est largué sur le grand port militaire de Nagasaki. Bourrée de plutonium, cette deuxième bombe est beaucoup plus puissante que la précédente. La cible n'est d'ailleurs pas ajustée correctement, mais les dégâts n'en sont pas moins apocalyptiques. Entre 60 et 80 000 personnes sont tuées par l'explosion. Désormais, le gouvernement japonais sait que les Américains n'hésiteront pas à faire exploser une 3e bombe. Pour autant, la reddition de l'Empire du Soleil levant n'est pas évidente.
Juste après le bombardement de Nagasaki, le secrétaire d'État américain James Burns prévient Tokyo. There is still time, but little time, for the Japanese to save themselves from the destruction which threatens them. L'avertissement est clair. Les États-Unis sont prêts à utiliser la bombe autant de fois qu'ils l'estimeront nécessaire. Les autorités japonaises infléchissent leur position. D'autant que l'Union soviétique vient de leur déclarer la guerre. L'armée rouge pénètre en Mandchourie et dans le nord de la Chine. Joseph Staline poursuit ses démonstrations de puissance. Mais l'allié communiste a désormais un coup de retard sur les États-Unis. Les Japonais ont 1 million de soldats en Asie du Sud-Est. Mais l'offensive russe ne peut pas être endiguée. Le gouvernement nippon est dans l'impasse. Dans la nuit du 9 au 10 août, l'empereur Hirohito organise une conférence avec 6 de ses plus éminents responsables militaires et politiques. Les participants sont divisés. 3 d'entre eux, dont le Premier ministre, le baron Kantaro Suzuki, réclament la paix. Les 3 autres souhaitent poursuivre la lutte. Sur la requête du Premier ministre, c'est l'empereur qui va devoir trancher. Hirohito choisit la paix, à la condition que sa position de souverain ne soit pas remise en cause. Dans la journée du 10, la déclaration nippone est expédiée au secrétaire d'État américain James Burns. Ce dernier la rejette catégoriquement. Les États-Unis n'accepteront qu'une reddition inconditionnelle. Dans le même temps, l'armée rouge s'enfonce en Mongolie. Les chasseurs et les bombardiers américains survolent librement l'archipel nippon. Ils attaquent sans répit des objectifs militaires et les voies de communication. Ces raids continuent de dévaster le Japon. Le 14 août, l'administration Truman accepte de maintenir l'empereur Hirohito à son poste à condition qu'il se mette aux ordres du commandant des forces d'occupation alliées, le général MacArthur. Le même jour, une tentative de mutinerie d'un petit groupe de militaires opposés à la paix est matée. Hirohito approuve la déclaration de reddition. Ce jour-là, le président Truman annonce que le Japon s'est rendu sans condition. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Aussitôt, une foule en liesse envahit toutes les villes des États-Unis. À Londres, il est minuit lorsque le nouveau Premier ministre, Clement Attlee, annonce la nouvelle. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the King. En quelques minutes, une foule compacte submerge les rues de Londres. Des milliers de personnes entourent le palais de Buckingham. Une formidable sarabande se répand dans la ville.
La fête va durer plusieurs jours. Le 15 août, le peuple japonais entend la voix de son empereur pour la première fois de son histoire. Il annonce que la situation du pays était devenue intenable et qu'il convient donc de se rendre. Il demande également aux militaires de déposer les armes. Ces ordres sont accomplis aux quatre coins de l'archipel et dans les territoires conquis. Mais malgré le cessez-le-feu, l'armée rouge poursuit sa progression en Mandchourie. Pour la première fois, les soldats japonais se rendent en grand nombre. Cela n'arrête pas l'avancée des soviétiques, déterminés à s'emparer de plus de territoires. Staline n'ordonne la fin des hostilités que la semaine suivante. Ses troupes ont pris le contrôle de la Mandchourie, de la moitié de la Corée et d'une partie du nord de la Chine. Dans les zones les plus reculées du sud-est asiatique, aux Philippines et dans bon nombre d'îles du Pacifique délaissées par l'offensive américaine, la nouvelle de la reddition parvient aux garnisons nippones avec plusieurs semaines de retard. Certains soldats japonais cachés dans la jungle vont même poursuivre la lutte pendant près de 30 ans. Le 28 août, 2 semaines après la reddition, les premières troupes américaines débarquent au Japon. Une énorme armada de l'US Navy croise désormais dans la baie de Tokyo. Les navires américains défilent devant les épaves rouillées de la fière flotte japonaise qu'ils ont si largement battue. Plusieurs jours plus tard, le 2 septembre 1945, une délégation japonaise se rend sur le cuirassé Missouri. C'est là que le ministre des Affaires étrangères du Japon signe la capitulation de son pays. Le document est contresigné par le général Douglas MacArthur, l'homme qui dirigera le Japon durant les 6 années suivantes. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance. Bientôt, 2000 appareils survolent le cuirassé américain. Les États-Unis étalent leur puissance à la face du monde et montrent aux Soviétiques qu'ils ont vaincu seuls dans le Pacifique. Après 2194 jours, soit 6 années de conflit, la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. La détermination et le sens du sacrifice de l'Empire du Soleil Levant ont été balayés par une arme terrifiante. Mais cette paix nouvelle est en équilibre précaire. Le monde est désormais divisé en 2 blocs. L'Est et l'Ouest se font face. Un autre conflit commence sous la menace glaciale du péril atomique. 2 grandes puissances tiennent entre leurs mains le sort de la planète. C'est la guerre froide et le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du monde.